Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, direction le Monday Night Raw du 19 août 2024. Nous étions à Fort Lauderdale en Floride. Je suis Yarem pour cette analyse solo, c'est l'été. Tout le monde est à la plage, il faut bien assurer. Donc je suis dans le studio, mais ne vous inquiétez pas pour moi parce que ce Monday Night Raw était complètement fou. Nous avons Berlin en ligne de mire, il faut libérer Berlin, il faut aller s'affronter, la bagarre nous attend et Randy Orton nous attend aussi, c'est lui qui ouvre le show rouge. Il nous annonce qu'il va être champion en Allemagne pour la 15e fois, champion mondial évidemment, c'est important pour son héritage, c'est important pour le titre mondial, mais c'est aussi important pour une histoire personnelle, puisque Gunther a rendu cet affrontement personnel, nous dit la Vipère, et donc rien que pour ça, ça mérite d'aller botter le cul à l'Autrichien et lui placer les 3 lettres les plus dangereuses du sport business, RKO. Mais la musique du champion poids lourd retentit, Gunther s'approche. Il dit qu'est-ce que tu fais là, Randy, là, à Monday Night Raw, à célébrer, à faire la fête. Tu fais la fête pour célébrer ta grosse défaite. C'est la seule célébration que tu vas bien pouvoir faire ce soir. La foule chante des chants USA. Donc il y a 3 lettres importantes ce soir. USA, RKO. Le sang est promis à Berlin pour Randy Orton, pour la Vipère, qui va se faire dépecer par l'Autrichien qui veut lui botter le cul. Randy Orton aussi veut botter le cul à Gunther, le renvoyer. Voilà, 8 heures de vol, ça va être long, avec une botte dans le cul pour faire tout le voyage. Et puis il a des gros pieds, hein. Il taille du 46, notre ami Randy Orton. Et Gunther fait une petite distraction sur Randy Orton. Et Ludwig Kaiser est de retour pour sauver les miches de son patron. Grosse intro pour ce Monday Night Raw qui tente de rajouter un petit peu plus d'huile, de sel sur le feu, et on retrouvera d'ailleurs Ludwig Kaiser qui affrontera Randy Orton en main event. Mais déjà cet opener était bien ficelé avec le retour de Ludwig Kaiser. On rajoute le côté personnel de Randy Orton, hein, qui d'ailleurs qui s'était déjà fait un petit peu malmené par l'Autrichien, qui avait parlé mal de son père, mal de son grand-père, mal de Randy Orton. Donc on est vraiment pas mal tranquille pour cette belle affiche qui nous attend à Berlin. Une autre affiche qui va peut-être nous attendre justement, c'est celui de Ludwig Kaiser qui revient. Et Ludwig Kaiser, il est un petit peu mêlé à toutes ces histoires avec Sheamus et Pete Dunne, une espèce de triangle amoureux là, qui s'est dessiné entre les Européens. Moi j'aimerais bien voir ça, hein. Je sais pas ce qui est prévu à Berlin, mais une petite triple frite entre Sheamus, Pete Dunne et Ludwig Kaiser en Europe, ça aurait de la gueule. Gros combat ce soir entre Sheamus et Pete Dunne, et Sheamus qui va réussir à placer un énorme Brogue Kick après un combat complètement dingue, hein, qui a vu des powerbombs dans tous les sens, du claquage de doigts, du Sheamus qui nous a même fait les tambours irlandais qui ont frappé là de façon très innovante, avec un Pete Dunne qui était suspendu tel un hamac depuis les cordes. C'était vraiment bien ficelé. Sheamus qui avait le bras blessé par Pete Dunne, qui l'a complètement malmené tout au long du match. On a eu un énorme running kick sur le bras, c'était assez fou. Et puis ce Brogue Kick qui était complètement out of nowhere pour la peine. Après qu'un Sheamus s'était retrouvé avec le bras bloqué derrière un des coussinets du poteau là, c'était une façon très innovante, une situation très innovante là pour bloquer un catcheur. Ce match était vraiment dingue, à vrai dire. Je pense que vous pouvez d'ores et déjà le mettre dans le top 10 des matchs de Weekly, avec les 9 autres matchs de Sheamus probablement. C'était vraiment un excellent match. Pete Dunne, c'est pareil, il est en tournée, hein. N'hésitez pas à voir également ce que fait Pete Dunne du côté d'NXT en coulisses un peu plus tard. On demande à Sheamus comment va la main, il dit écoute, ça va aller. Pete Dunne était un petit peu fort, et c'est là que Ludwig Kaiser débarque
et qui annonce qu'il aura terminé avec Randy Orton, il ira bien faire un petit coup à Sheamus, ce à quoi l'Irlandais lui souhaite un bon RKO. On retrouvera Ludwig Kaiser, justement, main event, Ludwig Kaiser, là, qui, après une petite absence, revient fort, hein, qui sert un des fils rouges du show. Mais alors là, le match Sheamus, Pete Dunne, voilà qui fait que le show commence sur les chapeaux de roue. On a le New Day, voilà, toujours un petit peu en bad trip, hein, pour Xavier Woods, qui voit d'un mauvais œil, ou plutôt qui kiffe pas trop autant que Kofi Kingston l'arrivée de Odyssey Jones, et on n'attend pas, on cogite pas trop. Kofi Kingston, il est pas du genre à ne pas dire les choses, et il s'adresse à Xavier Woods et lui dit, écoute, je vois bien que ça va pas, et ce à quoi Xavier Woods lui répond, ouais, j'aurais aimé que tu m'en parles, avant de ramener Odyssey Jones dans l'équipe et tout. Et là, tout de suite, Kofi dit, mais attends, je veux pas remplacer Biggie. Biggie, c'est un pote, il est irremplaçable. Donc pas de souci, je veux juste, voilà, on a commencé ensemble, rappelle-toi, le New Day au début, on se faisait un petit peu charrier, hein, on se souvient. Nous, on a montré qu'on était, voilà, on leur a prouvé le contraire, qu'on valait la peine, et on est une des meilleures équipes tag team de la WWE. Xavier Woods hoche un petit peu la tête, mais on voit ça le travaille quand même, mais il va falloir du temps, et on ne sait pas à quel point, Xavier Woods va réussir à sortir ça, et puis voilà, il a le sourire à l'envers. Il a le sourire à l'envers, Xavier Woods, et on le retrouve d'ailleurs tout ce beau monde un petit peu plus tard, lors d'un match entre Kofi Kingston, Xavier Woods et Odyssey Jones contre le Final Testament, Karrion Kross, Akam et Rezar, qui va être remporté par le New Day et Odyssey Jones dans un match, ma foi, très classique, hein, du 3v3. Ça marche toujours bien, mais il n'y a pas grand chose à retenir, si ce n'est une petite séquence finale assez sympa. Et on voit Xavier Woods, qui kiffe pas complètement la victoire. Donc, on est toujours dans comme on le disait avec Letty pour la review de la semaine dernière, pour de la low card, parce que c'est de la low card, hein, le Final Testament et le New Day nous proposent quand même, je sais pas ce qui s'est passé là en quelques semaines, ils ont trouvé la petite formule, je trouve, qui fonctionne bien pour cette storyline, et le Final Testament a trouvé tout simplement une raison d'exister grâce à Xavier Woods, et surtout j'ai trouvé Xavier Woods, j'aime bien, il y a une espèce de petite c'est assez subtil, on va dire, dans ce jeu, on reste dans du catch, mais j'aime bien ce qui est fait, je suis assez curieux, on va dire, de voir où tout ça va nous mener. On a les American Male qui sont chauds ce soir. On félicite Ivy Nile qui a fait le bon choix. Elle rejoint officiellement le clan, nous déclare Chad Gable, qui est revenu de Paris ou de Madrid. C'est à vous de décider. On va s'occuper des Wyatt Six et les renvoyer dans leur marécage, le marécage d'où ils viennent. Maxine Dupree qui affronte ce soir justement Ivy Nile, mais le match, je crois, va se terminer en no contest. Je sais même pas s'il y a une décision qui a été faite. À vrai dire, le match, c'est un petit peu terminé en eau de boudin, puisque les Wyatt Six sont intervenus pendant le match, alors que toute la team de Chad Gable foutait un petit peu le bordel face à la team de Ivy Nile et donc la Alpha Academy, hein, puisqu'ils sont restés Alpha Academy un jour, Alpha Academy toujours, en tout cas pour ce qui concerne Maxine Dupree et ses deux frères d'armes, hein, qui ont toujours droit avec le petit bisou, c'est toujours sympa, ils font leur entrée, ils sont des petits bisous, et il n'y a pas que Maxine Dupree qui a les bisous des garçons, il y a aussi Otis qui a les bisous des autres, donc c'est plutôt sympa cette équipe, ce qu'ils en ont fait. Après le combat, le passage à tabac, Sister Abigail, donc l'Uncle Audi sur Chad Gable et Wyatt Six qui pose sur le ring. C'est Nikki Cross, hein, qui avait commencé qui s'était inséré un petit peu dans le match, hein, face à Ivy Nile, qui donc a fait le mauvais choix, hein, qui a trahi sa famille, et donc qui se retrouve avec Nikki Cross, tel un fantôme japonais qui va la poursuivre jusqu'à la fin des temps. C'était plutôt bien ficelé une fois de plus, hein, cette histoire avec les Wyatt Six. Est-ce que c'était ce soir-là aussi qu'il y avait la vidéo de Bo Dallas, ou c'était la semaine dernière? Écoutez, mes amis, je crois que je ne suis plus très sûr de mon coup. Je crois que c'était la semaine dernière. Oui. Je crois pas qu'on avait des vidéos de Bo Dallas cette semaine. Toujours est-il qu'on a eu une séquence tout à fait sympa. Et si on parlait de Judgment Day, hein, on sait ce que c'est le bordel avec les
jumeaux terribles, hein, Damien Priest et Rhea Ripley. Voilà. Ils ont les Judgment Day 2.0 sur leur qui en ont après eux. À Bash in Berlin, ça va être la grosse punition. Je vous rappelle qu'il y a un 2v2 en tag team mixte avec Liv Morgan et Dominic Mysterio. Ripley dit que Dominic va réaliser que c'était Damien Priest et elle qui ont fait en sorte que finalement notre ami Dom Dom n'avait pas de problème, hein, qui avait survécu en prison. Moi, je vous rappelle quand même. Donc ils vont fort. Hein, ils disent que c'est grâce à eux. Moi, je pense quand même que Dominic avait été assez grand pour se défendre lui-même. Direz ce que vous en pensez. Liv Morgan, quant à elle, est déclarée pâle copie de Rhea Ripley. On retrouve un petit peu ce beau monde un petit peu plus tard. Liv Morgan et Dominic Mysterio, voilà, tout le clan là qui va se balancer. C'est à coup de promo. On se balance des promos à tour de rôle. Damien Priest et Ripley n'ont aucune chance à Bash in Berlin. Et Damien Priest Dominic veut affronter Damien Priest ce soir, tout simplement. S'il a les coronesses de laisser Rhea Ripley au vestiaire, c'est ce que déclare Dominic Mysterio. Donc ça c'est plutôt courageux de la part de Dominic. Après derrière, ça rediscute, c'était qu'un échange de vidéos. Donc le challenge est tout simplement accepté. Dominic Mysterio qui arrive le premier sur le ring pour son match, Damien Priest qui débarque, mais le Judgment Day est là pour l'attaquer, donc le match n'a pas lieu tout simplement. C'est le gros bordel, McDonagh, Carlito, tout le monde va être attaqué. Damien Priest qui parvient quand même à repousser un petit peu tout le monde à lui tout seul, il est costaud ce portoricain. Rhea Ripley qui arrive et qui fait un petit coucou à Dom Dom qui est pris un petit peu entre papa et maman là. Damien Priest et Rhea Ripley qui vont s'en prendre au pauvre Dominic, mais qui est sauvé par Liv Morgan qui attaque avec une chaise, le Oblivion qui est placé sur Rhea Ripley, le Frog Splash qui est passé sur Damien Priest et le Judgment Day qui termine fort cette séquence. Ils en avaient besoin, c'était vraiment cool cette séquence de passage à tabac, hein, des jumeaux terribles par leur ancien clan. C'était une séquence sympa. Une fois de plus, le Judgment Day, voilà, pas forcément en retrait, mais qui assure le minimum, on va dire, puisque de toute façon, la rivalité est bien ancrée. On rajoute un petit peu, voilà, on sauce un petit peu chaque semaine. Le match est booké, donc ça va pouvoir continuer tranquillement. Ils ont fait le taf. Ils ont fait le taf. CM Punk arrive avec une ceinture en cuir. Alors au début, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est la ceinture de Drew McIntyre, hein, à qui il l'avait volé. Ils volent son bracelet, peut-être qu'ils volent sa ceinture. Donc gros discours, voilà, grosse promo de CM Punk, peut-être un petit peu long, je dois avouer. Il y avait des choses qui cliquaient, d'autres qui cliquaient un peu moins avec les fans. Ça parlait beaucoup des fans en fait. Il a parlé des petits enfants qui ont le cancer, des fans qui font 15 heures de vol pour une photo de 15 secondes. Il est très corpo, hein, CM Punk, donc il a fait le FanFest là organisé par Fanatics, hein, qui s'occupe du merch de la WWE, mais aussi de toutes les grosses fédés sportives américaine. Donc c'est un gros événement, hein. Ils en ont parlé plusieurs fois. Il n'y avait pas que la WWE, il y avait aussi toutes les stars de la NFL, de la NBA et d'autres encore. Donc c'était quand même un gros événement. Et CM Punk, il était venu en costard, il a fait vraiment les photos, il a joué vraiment il n'était pas le aigri CM Punk qu'il a pu être par le passé. Donc c'est CM Punk mature. Mais toujours est-il que il a eu des petits bracelets de la part des fans, hein. Visiblement c'est le truc du moment et ça lui a pensé au bracelet que McIntyre évidemment lui a repiqué. L'Écossais qui a rendu cette histoire personnelle. On a beaucoup d'histoires personnelles dans le catch en ce moment. C'est Drew, voilà, obsédé par cette histoire de bracelet, et le match à Bash in Berlin, hein, Adam Pearce a validé, sera un strap match. Et oui, d'où la ceinture qui n'était pas celle de Drew McIntyre, mais la fameuse ceinture qui va attacher les deux combattants. Alors la règle est complètement conne, il faut toucher les quatre coins du ring pour l'emporter. Donc, pas besoin, on fait pas de tomber et tout. Mais lui, de toute façon, ce qui l'intéresse, c'est tout simplement de punir McIntyre, des stigmates, hein, les cicatrices à vie. Drew McIntyre débarque, dit bah voilà, t'as commencé à boire ou quoi, CM Punk, Phil, c'est quoi ce bordel, ok, j'accepte ce strap match. Les deux, CM Punk propose de pas attendre, d'y aller dès maintenant, ce à quoi Drew refuse.
Il dit que de toute façon t'es un menteur, tu me tends un piège. De toute façon, April, donc AJ, il l'appelle par son vrai prénom, et Larry, donc le chien, sont plus en sécurité et sont mieux à la maison avec lui. Il faut que l'Écossais sera pas en sécurité à Berlin. Attention, Berlin, c'est punk, hein. C'est une ville un peu punk justement. C'est peut-être pour ça que CM Punk est impatient d'y être. Tout simplement. Donc voilà, ils ont encore fait le taf, c'est pareil, ça c'est des affiches qui sont bookées toutes seules. Donc là il reste quoi, encore 1 euro, c'était pas le Gom Show, je crois qu'il reste encore 1 euro. Donc on y va tranquillement mais sûrement, mais là on est en mode automatique quasiment, mais ça fait le taf. Ça fait le taf quand même entre tout ce beau monde. Est-ce qu'on retrouve un petit peu plus tard Drew McIntyre qui a toujours quelque chose à dire, je ne sais plus, je reprends mes fiches. Je crois pas, non, CM Punk non plus, je crois pas. Non. Si jamais ça me revient, je vous dirai, mais non, il y a pas de, je crois pas qu'on les revoit. Souvent Drew McIntyre et CM Punk, peut-être qu'ils ont une petite interview, Axel, souvent on leur demande leur avis sur ce qui s'est passé, tout le monde a un avis sur la question. En tout cas, cette séquence était sympa, c'était pas forcément leur meilleure passe d'armes, mais ça suffisait tranquillement à faire avancer un public qui avance tout seul, il faut le dire. Bronson Reed versus Le Miz, ça c'est bien, joli petit développement, on en avait parlé la semaine dernière avec Letty, Le Miz qui a bien compris, qui a vu noter le sacrifice de son ami R-Truth et qui a redemandé un match face à Bronson Reed dans un match, un no DQ match, donc c'est bien ça, Le Miz qui montre la valeur de l'amitié est importante pour lui. Quand on lui demande est-ce que c'est ce qu'il veut vraiment faire, affronter, donc se faire détruire tout simplement par Bronson Reed, il répond je sais pas ce que je veux faire, mais c'est ce que je dois faire. Magnifique, là c'est qualité d'écriture assez incroyable pour Mike Mizanin qui va perdre, qui va se faire enchaîner par des tsunamis à tir-larigot jusqu'à ce que la musique de Braun Strowman retentisse, donc l'autre Braun, hein. Il y a Bronson Reed et Braun Strowman qui vient donc chercher des noises à Bronson Reed. On a un face-à-face entre les deux gorilles et ça c'est très alléchant. Je suis très content de ce qui se passe à WWE, le retour des big men et des big men avec des profils super intéressants, super atypiques et qui sont totalement over auprès du public qui a ce besoin-là, hein, qui a un gros besoin de big men. On avait mis un petit peu les big men sur la touche pendant quelques années avec des tentatives un petit peu avortées de création de big men, mais là on en a quelques-uns là qui sont hauts et Braun Strowman a tout à fait sa place, donc Braun Strowman versus Bronson Reed, je prends. On continue tout simplement avec Sami Zayn qui est en coulisses, c'est Braun Breaker d'abord qui est en coulisses, il dit, il est en interview, hein, on parle du tournoi, il va y avoir un tournoi pour déterminer son challenger. C'est une affaire à suivre. Il se plaint évidemment de Adam Pearce qui prend n'importe quoi et qui dirait que de toute façon attend le vainqueur du tournoi et ça sera pas de sa faute, hein. Ce sera la faute d'Adam Pearce. Bon voilà, tranquille. Et 1000 mai, sympa, un petit tournoi, ça fait longtemps. Souvent après une grosse rivalité. Pour un petit jeune, c'est bien de faire durer le truc et rien de tel qu'un petit tournoi pour nous sortir un contender du chapeau. Donc ça tourne pas mal. Du côté de la division tag team féminine, est-ce que ça tourne ? On avait dit que ça tournait, sans forcément que ça soit très intéressant, mais ça tournait. Écoutez, c'est pas ce soir forcément que ça va changer, mais on a quand même, j'ai trouvé, vous allez me dire, quelques indices qui nous laissent montrer que Damage Control va basculer assez naturellement vers le côté babyface de la force, de toute façon la qualité des deux catcheuses, hein, et leur personnalité. Yoska et Kairi Sen, puisqu'il ne reste plus qu'elles, ont un catch assez coloré et assez intense, même si on aime bien Yoska dans ces apparats noirs et cuir complètement dingo, mais c'est pas incompatible. Face à Pure Fusion Collective, le pire nom de faction, mais ça ils sont pas très inspirés, hein, les créateurs de noms, le générateur de noms, la WWE ils déconnent depuis qu'ils ont à NXT, ils nous ont créé le No Quarter Catch Crew et le No Catch Republic, et maintenant on a le Pure Fusion Collective. C'est pas dingue. Ayla Dawn et Alba Fire en plus qui devraient avoir un nom, je crois, elles ont
Je crois qu'ils avaient un nom, mais ils l'ont droppé complètement. Je sais pas, Dawn by Fire ou je sais plus quoi. Il y avait un truc comme ça, mais même là, elles ont pas de nom. Alors que ce sont elles les championnes. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. C'est le bordel parce que ce match-là, c'est tout simplement un match pour le titre, hein, une triple threat entre les championnes et les deux équipes contenders. On a un beau elbow drop, pardon, une descente du coude, comme on dit ici dans notre beau pays, de Kairi Sen qui est bloqué par Baszler, le Curry Fuda Clutch qui est placé derrière, le tag avec un backstabber, et puis derrière les sorcières qui en profitent pour faire le compte de 3 sur la pauvre Shayna Baszler. Un match très sympa, mais presque... Ouais, un match on évacue quoi. On évacue un petit peu la situation actuelle de toutes ces contenders où tout le monde voilà, pas une tête qui dépasse en fait. Mais par contre, à noter comme je vous l'ai dit, Damage Control qui jouait beaucoup avec le public, Sky et Kairi Sen qui allait chercher la foule et ça prenait pas trop mal. Donc peut-être que l'espoir, la lueur viendra de ça. Bon, voilà, c'est pas passé, il y a pas eu de magie ce soir. Mais bon, c'est comme ça. Il n'y a pas non plus on s'enfonce pas quoi. Voilà, ça reste tout à fait regardable. Il y a de l'espoir. Jey Uso en commentaire, possible retour d'une équipe avec Sami Zayn. Qui lui demande, écoute, bon, Sami Zayn n'est pas là ce soir. Par contre, tournoi intercontinental, je vous en ai parlé. Eh bien, Jey Uso est inscrit. Ouais, il est inscrit. Donc ça va être sympa. Jey Uso, effectivement, a un très bon profil pour aller chercher Bron Breakker pour se positionner. On a peut-être déjà tout simplement le first contender, là, avant même que le tournoi commence. On a déjà peut-être le vainqueur sans même connaître les autres candidats. C'est tout à fait possible. Pat McAfee, si vous le détestez, j'ai une excellente nouvelle pour lui. C'était son dernier Monday Night Raw. Et oui, la saison du college football reprend. Par contre, si vous détestez Pat McAfee, j'ai aussi une mauvaise nouvelle pour vous, c'est qu'il sera de retour quand Raw pour le lancement sur Netflix. Voilà, on a droit à un petit best-of de Pat McAfee. Moi, je n'aime pas McAfee, enfin je n'aime plus McAfee. J'avais bien aimé, je trouvais son premier run tout à fait divertissant, mais je trouvais qu'en tant que commentateur, il était devenu une parodie de lui-même assez agaçante, mais je lui accorde le fait qu'il apporte visiblement beaucoup de bonheur à Michael Cole, qui avait l'air assez attristé et touché par ce départ de quelques mois hein, de Pat qui va partir le college football. Voilà, après l'année prochaine, ce sera terminé. Voilà. Janvier, février, et puis voilà, lancement sur Netflix, il sera là. Donc ça fait une petite pause pour les haters de Pat McAfee comme moi, mais il sera de retour. Voilà, on verra. Peut-être une nouvelle version, peut-être un Pat McAfee moins pénible. Je ne sais pas, tout est possible. Eh ben, je crois qu'on va arriver à notre main event. Et oui, je fais rapidement un petit tour sur mes petits post-it. Oui, et ben on arrive au main event. De cette analyse en solo avec ce gros match entre Ludwig Kaiser et la vipère Randy Orton. Un match complètement dingue en fait, puisque Ludwig Kaiser, le mec revient et il fait l'opener et le main event contre Randy Orton. Il faut avouer que Ludwig Kaiser est quand même un sacré bonhomme, un sacré profil. Même le Taker le kiffe, il a dit. Hein, c'est son number 2 guy, son number 1 guy étant l'Autrichien, Gunther. Donc il se trompe pas. Hein, le Taker, il mise sur les Allemands de l'Est. Allez, c'est parti. Kaiser versus Randy Orton, un match qui claque avec deux profils finalement assez similaires. Hein, très vicieux, très athlétique, grand comme ça, assez musclé. Alors Randy Orton, il a pris de la masse hein, quand même. Il faut pas dire là. Je me suis retapé comme j'aime bien faire les pay-per-view, j'aime bien me taper genre le pay-per-view qui arrive, me regarder l'édition d'il y a 5, 10 ou 15 ans auparavant, et là Bash in Berlin, vous allez me dire mais il n'y a jamais eu de Bash in Berlin. Non, mais il y a eu des Bash, il y a eu le Great American Bash, il y a eu Bash at the Beach, et il y a eu aussi un The Bash en 2009 avec Jeff Hardy en couverture, et surtout un Randy Orton qui se tape une feud avec Triple H dans un Three Stages of Hell, et donc tout ça pour vous dire un Randy Orton qui était très fin, hein, très jeune, très lisse, hein, épilé de partout de Randy Orton. Là on a plus un papa. Alors il s'épile toujours un petit peu parce que c'est Randy Orton, hein, il est ainsi, mais il a quand même pris de la masse entre les deux hommes. Voilà, c'est un match au profil assez proche finalement. Et ça se termine par un RKO qui est enclenché, mais qui est contré par
le Kaiser et derrière le RKO qui est quand même malgré tout placé, un RKO qu'on avait venir, les RKO sur les Européens, Randy Orton, on les voit arriver. Hein. Attention, il va falloir être plus vif, plus surprenant s'il veut réussir à placer la même sur Gunther qui s'en est déjà mangé un en étant très gentil parce que c'est pareil, c'était pas un RKO out of nowhere. Donc je suis pas sûr que Gunther soit aussi sympa, lui laisse passer un RKO aussi facilement à Berlin. D'ailleurs Gunther est là pour attaquer Orton. C'est la grosse bagarre et ça se termine là-dessus d'ailleurs, un petit peu étrange cette bagarre coupée avant même le gros momentum. Est-ce qu'il y a eu encore des petits soucis de timing sur la fin de la prod, volontaire ou involontaire? Là, je vous laisse choisir votre camp. Je pense franchement que là, je suis pas allé voir, mais je pense qu'en farfouillant sur le Twitter, sur le .com d'WE, on doit avoir des images parce que la bagarre a à peine commencé et franchement, ça a terminé un petit peu de façon un petit peu frustrante cette grosse bagarre. Donc c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. En tout cas, c'est comme ça que se termine ce show rouge du 19 août à Monday Night Raw. Un show rouge, ma foi, très 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 solide, à tous les étages, une fois de plus, sans grande surprise. Si je devais trouver un flop, j'ai pas vraiment de gros flop. Vous savez quoi, je vais le donner sur cette coupure là à la fin, qui était franchement un petit peu tristoun, quoi, un petit peu frustrante, parce qu'on avait un beau main event, un beau combat, et à la fin on n'a pas eu la grosse bagarre. Donc moi ça m'a frustré. Par contre, le top, il y en a un petit peu partout, sans forcément quelque chose qui ressorte particulièrement. Tout le monde est un petit peu en pilote automatique, mais tout le monde est au top de son game. Donc c'est du pilotage automatique qui fonctionne vraiment vraiment très très bien. Je vais le donner. Allez, je vais me faire un petit plaisir. Je vais le donner au match entre Sheamus et Pete Dunne avec ce petit spot là du turnbuckle. C'était vraiment un super match. Ça me donne l'occasion de donner un top à Sheamus, à qui on pourrait donner de top quasiment chaque semaine. Lui qui était revenu en petite forme, en fait, il nous prouve wrong, comme on dit, il nous prouve le contraire, il nous prouve qu'on avait tort de douter de lui, puisque voilà, il nous offre quand même des banger after banger after banger. Et après justement cette analyse en solo, je vous laisse avec ma note. Je vais donner un 4 très solide sur les appuis. J'irai pas plus haut parce que ça manquait un petit peu de folie, mais on va pas leur reprocher pour autant. Comme je l'ai dit avec les teams, maintenant on est obligé de noter entre 4 et 5. Donc voilà, le delta est pas ouf, mais bon, qui va se plaindre, je vous le demande. Je vous rappelle que Catch Up, c'est votre podcast qui analyse tous les shows de la WWE. Gratuitement chaque semaine, vous pouvez le retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On est également présent sur les réseaux sociaux. Le lien vers notre Discord est dans la description. N'hésitez pas à nous rejoindre pour discuter du catch. C'est l'été, tout le monde est un petit peu sur la plage. Je sais pas si vous suivez tous les weekly. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que à Berlin, il faudra être présent parce qu'il va y avoir du beau spectacle, de la belle bagarre à l'européenne. Peut-être même que certains d'entre vous ont une place. Catch Up, on a fait l'impasse, puisque nous étions allés à Lyon. C'était déjà un grand spectacle, mais si vous allez en Allemagne, à Berlin, n'hésitez pas à nous le dire sur le Discord ou sur le commentaire de la version YouTube de cette analyse. Nous sommes très intéressés, nous sommes déjà intéressants, mais en plus nous serions très intéressés d'avoir votre feedback sur ce pay-per-view qui s'annonce déjà complètement dingue. Allez, d'ici là, je vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut. Évidemment que nous sommes passionnants ici. Je suis passionnant. Et modeste. Comme un Autrichien.